Gilles Sauvestre est avec nous? Est-ce que vous m'entendez? Eh bien, on vous entend très très bien. Vous êtes commercial bois pour l'ONF pour le secteur du Grand Est et anciennement vous fûtes RUT dans le Couserans. Je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est la magie des acronymes et vous allez pouvoir nous l'expliquer. Et votre intervention porte sur la gestion des dépérissements massifs au quotidien, donc dans le Grand Est. Tiens, c'est rigolo, j'ai randonné dans les Vosges et j'ai vu que les sapins étaient en train de bien subir des choses par là-bas d'ailleurs. Eh bien, vous êtes observateur, exactement. Tout d'abord, merci pour cette invitation et pour l'acronyme RUT, c'est responsable d'unité territoriale, c'est-à-dire que je gérais une équipe de forestiers dans le Couserans, la moitié est du Couserans, autour de Saint-Girons. Voilà. Effectivement, je vais vous parler de quelques aspects de la gestion des dépérissements massifs qu'on rencontre dans la région Grand Est, des dépérissements forestiers. Donc, tout d'abord, avant de parler de ces dépérissements, et de leur gestion quotidienne, un tout petit rappel sur les forêts que l'on rencontre dans la région Grand Est. C'est des forêts assez variées, donc les conséquences des dépérissements sont aussi assez variées. Tout d'abord, à l'est de la direction de la région Grand Est, on a le massif vosgien, qui est un massif forestier très important, de moyenne montagne, qui est très résineux, mais avec des plantes, avec des peuplements résineux souvent assez mélangés, soit du sapin mélangé avec de l'épicéa, avec du hêtre, avec du pin. Mais on a aussi des peuplements purs, des plantations d'épicéa de Douglas, donc un massif assez varié, mais plutôt montagnard et souvent très arrosé, surtout sur le versant lorrain. Sur la partie nord-ouest de la région Grand Est, on a un autre grand massif forestier qui est le massif ardennais, qui est un massif alors qu'on appelle nous de montagne, en tout cas de basse montagne, mais qui va pas très haut, qui va à 500 mètres, par contre qui est traditionnellement très arrosé et qui est composé avec notamment de très grandes plantations d'épicéa pures à très grande échelle. Et enfin, alors là, c'est une catégorie un peu fourre-tout, et désolé pour les gens qui connaissent ces secteurs-là ou qui y travaillent, mais donc c'est les plaines, les collines et les plateaux de la Lorraine, de la Champagne-Ardenne, et puis également aussi d'Alsace, qui sont plutôt largement à dominante feuillue, hêtres, chênes, etc., mais où on rencontre aussi des plantations de résineux monospécifiques, comme de l'épicéa, hérité de la période du FFN, des plantations d'après-guerre ou d'autres périodes de plantation. Voilà, donc une grande variété et aussi une grande variété de sensibilité au dépérissement. Après avoir fait le tour des forêts du Grand Est, je voulais vous présenter aussi rapidement les origines de la crise sanitaire. Elle ne vient pas de rien, elle vient de tendances sur le long terme au niveau climatique, donc d'augmentation des températures notamment estivales, de déficit de précipitations là aussi estivales, mais il y a aussi des facteurs prédisposants qu'on retrouve dans d'autres régions de France, mais qui sont particulièrement présents dans le Grand Est, avec des peuplements monospécifiques. On en a parlé, notamment les peuplements d'épicéa, des essences en limite d'air, là encore l'épicéa, mais aussi d'autres essences comme le sapin en basse altitude, des retards d'éclaircie, etc. Donc des facteurs prédisposants à une crise sanitaire. Et on a eu des éléments déclencheurs qui ont été les vagues de chaleur et les sécheresses des 3 dernières années, surtout à partir de 2018. Sur ce graphe-là, vous voyez les vagues de chaleur de la région Alsace, connues par la région Alsace depuis 1947. Plus on va vers la droite, plus la vague de chaleur a été longue, plus on va vers le haut, plus la vague de chaleur a été intense en température. Et donc on voit que l'année 2018, qui a déclenché cette crise sanitaire, a connu une vague de chaleur extrêmement longue et très chaude, presque ou voire autant stressante que 2003. Lui ont succédé 2 vagues de chaleur en 2019, plus courtes mais très chaudes également. Et encore en 2020, alors là c'est la donnée nationale, je n'ai pas la déclinaison pour la région Grand Est ou pour l'Alsace, mais encore en 2020, une année de vagues de chaleur très importante. Donc 3 années consécutives de très grand stress, de stress très important pour les peuplements forestiers. Pour comparaison, là je vous ai mis les données de la région Midi-Pyrénées, où on s'aperçoit que bon, 2019 a été assez intense, mais 2018 a été très très loin, a été une année plutôt calme, on va dire, de ce côté-là pour la région Midi-Pyrénées. Voilà. En plus des températures très importantes et des canicules longues, on a donc ce que je disais, un déficit de précipitations estivales, mais pas seulement estivales, et c'est problématique pour certaines essences pour lesquelles les précipitations printanières et automnales sont importantes. Donc là, vous voyez sur cette carte-là, c'est la sécheresse des sols pendant l'été 2020, très importante pour la région Grand Est. Donc, des tendances de long terme, des facteurs prédisposants et des éléments déclencheurs, comme les 3 années, enfin surtout l'année 2018 et les années qui ont suivi. Aussi des éléments amplificateurs pour la crise sanitaire, avec notamment l'impact des tempêtes hivernales qu'on a connues les 2 dernières années, qui font tomber de l'épicéa, qui servent de nid à scolytes, on en reparlera pour la suite,
et aussi la déstabilisation des peuplements qui engendre des stress supplémentaires pour les arbres. Voilà. Donc, en grosso modo, tous ces facteurs-là ont fait qu'on connaît aujourd'hui la crise sanitaire extrêmement importante et inédite dans le Grand Est que je vais vous présenter dans la suite. L'essence la plus touchée, qui a été touchée la première et qui est la plus touchée en termes de volume, c'est l'épicéa, qui est victime de la pullulation de plusieurs espèces d'insectes, les scolites, qui vont, des insectes cambiophages qui vont aller tuer les arbres et s'attaquer à des arbres sains, et qui ont des dynamiques de population épidémiques. Le résultat l'ampleur de la crise sanitaire sur l'épicéa est énorme. Il est très simple pour les agences, pour les secteurs de plaine, là que je vous ai mis en rouge. La ressource d'épicéa des secteurs de plaine a été bonnement rasée en 3 ans. Il reste aujourd'hui pas ou très très peu de peuplement d'épicéa de plaine vivant. La ressource d'épicéa de plaine du Grand Est est rasée. Dans les Ardennes, qui est un peu plus haut en altitude et traditionnellement un peu plus arrosé, on est sur un point de basculement depuis cet été où on ne sait pas trop si les forêts ardennaises, qui représentent des volumes gigantesques d'épicéa, vont suivre le même chemin ou pas. Et dans le massif vosgien, on a des dépérissements importants qui représentent grosso modo des récoltes, l'équivalent d'une récolte annuelle, mais on n'est pas dans cette même dynamique épidémique incontrôlable. Donc avec l'espoir d'un retour à la normale, peut-être l'an prochain, dans 2 ans, dans 3 ans, on ne sait pas, ça dépendra des conditions climatiques. Aujourd'hui, la récolte dans l'épicéa, depuis 2017 dans le Grand Est, on a dû les dépasser, plus de 7 millions de mètres cubes. Quelques exemples, quelques illustrations. Ça, c'est en Argonne, à la limite entre la Marne et la Meuse, une forêt privée complètement sèche. Ça, c'est une vue de drone de la forêt domaniale de Verdun, des plantations d'après-guerre, complètement rasées. Les arbres étaient complètement secs. Mais aussi en montagne, avec les Hauts-de-Vosges, avec des peuplements plus mélangés, mais tout aussi touchés. L'épicéa n'est pas la seule essence à être concernée par notre crise sanitaire. Le sapin, même si c'est plus localisé sur les zones les plus sèches, les versants sud, les secteurs drainants ou les secteurs de plaine qui possédaient une ressource de sapin, là aussi, l'essence est très touchée, moins en valeur absolue, mais dans certains secteurs, c'est un carnage. On a plus de 500 000 m3 qui ont dépéri depuis le début de la crise. Donc, quelques exemples dans les Vosges alsaciennes. Donc, sur la photo de gauche est dans le sud du Haut-Rhin et la photo de droite, c'est dans les environs c'est dans la vallée de la Bruche. Les feuillus ne sont pas en reste, avec le hêtre qui, même si en proportion c'est moins important, mais en valeur absolue c'est aussi très important. Le hêtre qui depuis quelques années est très touché par les dépérissements, et c'est pas fini parce qu'on a eu des défoliations très importantes et très précoces cette année. Le hêtre est touché avec plus de 600 000 m3 aujourd'hui de volume dépéri depuis le début de la crise. Là, une image du secteur de Sarrebourg. Voilà. Donc, des dépérissements extrêmement importants. Et quelles sont les caractéristiques qui influent la gestion quotidienne de ces dépérissements? Ah, pardon, oui, non, j'oubliais. Les autres essences sont aussi touchées, quasiment toutes. Le chêne, le pin, le douglas aussi, plus ou moins localement, plus ou moins fortement. Et c'est une crise qui n'est pas réservée au Grand Est. Hein. C'est une crise qui touche aussi très fortement la Franche-Comté, un peu moins fortement quelques régions de France. Et puis, les voisins européens sont également très touchés. Donc, c'est ce que je disais, quelles sont les particularités de ces volumes, de ces dépérissements pour la gestion quotidienne. Premièrement, c'est que c'est des volumes très importants. Deuxièmement, ces volumes sont évolutifs dans le temps. C'est pas comme après une tempête où quelques mois après la tempête, on a une idée, ou quelques semaines, une idée assez précise des volumes qui sont tombés. C'est des volumes qui évoluent en permanence et qui en plus sont contaminants, puisque dans le cas de l'épicéa, alors vous vous rendrez compte que je vais beaucoup parler de l'épicéa parce que c'est quand même ce qui nous demande le plus de travail aujourd'hui, ce qui est le plus intense en termes de dépérissement, mais j'essaierai de ne pas oublier les autres essences. Donc c'est des volumes de dépérissement évolutifs et c'est des arbres, enfin des volumes contaminants pour les volumes sains tout autour. C'est des volumes difficiles à estimer, d'une part parce qu'ils évoluent en termes de volume, c'est ce que je viens de dire, mais aussi en termes de qualité. C'est des volumes qui arrivent par pic, par vague, c'est pas de façon régulière, et en plus c'est des pics ou des vagues qui sont pas toujours faciles à anticiper, notamment sur le sapin. Sur l'épicéa, on sait qu'en été on va récolter des grandes quantités de bois, mais sur le sapin, les vagues de dépérissement sont très difficiles à comprendre et à anticiper. Et enfin, c'est des volumes qui sont périssables. Donc périssables pourquoi?
C'est parce que les bois touchés par ces dépérissements ne se conservent pas ou sont altérés. Alors là, je vous ai donné un exemple sur l'épicéa, avec le bois qui bleuit à cause d'un champignon porté par les insectes, par les scolytes. C'est une altération purement esthétique, au moins au début, mais qui pose des problèmes pour la valorisation et la commercialisation. Sur le sapin, c'est beaucoup plus important, avec une vraie dégradation physique du bois et qui est extrêmement rapide en quelques semaines à quelques mois. Le bois n'est plus propre à des usages de structure, même de palette. Et sur le hêtre, là, quelques photos prises en Alsace avec une coloration du bois très importante, une déstructuration esthétique, des altérations esthétiques et mécaniques. Voilà. Tout ça, il faut le gérer. Alors, quels sont les objectifs qui président à notre gestion quotidienne aujourd'hui dans le Grand Est, avec une stratégie qui est définie, qui est de récolter les bois et qui ne coule pas de source, hein. C'est la stratégie qui a été adoptée généralement par le public et le privé dans le Grand Est. Donc, quels sont nos objectifs? Premièrement, c'est de limiter la contamination, c'est de faire une lutte sanitaire contre les scolytes, essayer de limiter les dépérissements. Deuxièmement, c'est limiter la dégradation des bois et les pertes financières pour les propriétaires. Globalement, l'objectif, c'est donc d'aller très vite. Il faut détecter les bois qui sont dépérissants, les exploiter et les commercialiser le plus rapidement possible. C'est pas sans rappeler un certain dépisté, tracé, isolé, et toute proportion gardée, on retrouve des grandes similarités dans la gestion des deux crises sanitaires, humaines et forestières. Donc, détecter, exploiter, commercialiser les bois. Qu'est-ce que ça veut dire et surtout, quelles sont les contraintes et les moyens qu'on a pour contourner ces contraintes? Au niveau de la détection, quand on veut faire de la lutte sanitaire sur l'épicéa, il faut détecter les bois qui sont attaqués bien avant les signes très visibles de dépérissement, qui sont le rougissement du houppier, la chute de l'écorce, etc. Il faut aller détecter des signes très peu visibles, que sont les petits tas d'écorce au pied des bois, la piqûre sur les troncs, etc. C'est un travail qui est presque du pied à pied et qui est extrêmement chronophage. Et les outils actuels de détection ne permettent pas de réaliser les outils, on va dire, aériens, satellitaires, ne permettent pas du tout de faciliter cette détection. Comment on arrive à faciliter la détection? Tout d'abord, il faut former les gens, il faut former les forestiers. Ça coule pas de source. Où est-ce qu'il faut aller détecter en premier? Comment reconnaître les signes de dépérissement? Ensuite, il faut mettre beaucoup de monde là-dessus. Les moyens humains doivent être, doivent être concentrés sur la détection et ensuite le suivi de l'exploitation et de la commercialisation. Il y a des tâches qu'on ne peut plus assurer quand on veut gérer ces crises sanitaires. Et il faut être réaliste aussi, et c'est ce qui s'est passé en plaine, à partir d'un certain seuil épidémique, quand les populations d'insectes sont trop importantes, la lutte sanitaire n'a plus de sens, on court après les dépérissements, cette partie lutte sanitaire n'a plus lieu d'être. Mais par contre, on la réalise toujours en montagne pour éviter que les dépérissements s'étendent. Ensuite, il faut savoir exploiter le plus rapidement possible. On a détecté les bois, on veut les exploiter, on veut les sortir pour éviter la contamination ou pour éviter la dégradation des bois. Alors, premier obstacle, zut, mes dépérissements, ils sont dans une forêt où le marché d'exploitation est attribué à un exploitant qui a 4000 m3 à exploiter à un autre endroit. Il ne peut pas venir avant 3 semaines. Il faut déjà une souplesse et une grande réactivité dans l'exploitation, notamment en obtenant des dérogations, donc ça concerne la forêt publique, des dérogations, des assouplissements des contraintes d'achat de prestations, pour ne pas être complètement bloqué. Ensuite, assez vite, la main-d'œuvre est dépassée. Quand on n'a pas déjà une pénurie de main-d'œuvre en temps normal, comme on avait par endroits en Lorraine, comme on a aussi, je crois, dans les Pyrénées, notamment en Ariège. Donc, une main-d'œuvre qui est dépassée, qui ne peut pas suivre le rythme d'exploitation. Des solutions, déjà l'import, entre guillemets, de main-d'œuvre de France ou d'Europe, c'est ce qu'on connaît dans le Grand Est. Mais à un moment, on atteint un plafond d'occupation, on ne peut pas avoir plus d'exploitants, on ne peut pas suivre plus de coupes. Il faut prioriser les exploitations. Il faut dire, bon, bah, là, j'abandonne cette coupe-là, la qualité n'est pas suffisante, il y a moins d'enjeux, il n'y a pas de fréquentation du public, c'est peuplement, je n'y vais pas, je ne vais pas l'exploiter. Par contre, celui-là, c'est urgent, il y a un risque sanitaire important, il y a beaucoup de qualité, on veut limiter la perte financière, on va y aller. On va prioriser les exploitations. Les marchés sont saturés, et pour les gens qui vendent leur bois sur pied, c'est très compliqué parce que les acheteurs de bois, les transformateurs, les scieries, etc., ont les mêmes problèmes, les mêmes contraintes de main-d'œuvre. Donc, ils vont avoir un achat très sélectif et ils vont prioriser les exploitations selon leurs critères à eux. D'où l'intérêt de pouvoir mettre soi-même les bois à bord de route et assumer ces choix stratégiques d'exploitation et de priorisation des coupes. Donc, sur le Grand Est, qui a une tradition de bois façonné, de bois bord de route importante, sur certains secteurs, ça peut être très facilitant dans la lutte sanitaire. On a détecté les bois, on les a exploités, maintenant on veut les commercialiser. Et là, on a encore d'autres contraintes.
Premièrement, les marchés sont saturés, les marchés locaux, mais aussi les marchés européens. On a dit l'Allemagne, la Belgique, etc. Tous ces secteurs-là ont le même problème. La loi de l'offre et de la demande, les marchés sont saturés, les prix chutent complètement. On a des contraintes sur la transformation des bois, on l'a vu avec la coloration, de la dégradation. Il faut trouver un équilibre entre, alors c'est pas par discussion, hein, c'est mécanique en général, il faut trouver un équilibre entre des exigences de prix acceptables pour le propriétaire, surtout quand on a des coûts d'exploitation importants en montagne, et aussi un réalisme économique, c'est-à-dire qu'un des acheteurs ne peuvent pas acheter des bois à des prix complètement déconnectés des marchés pour faire plaisir aux propriétaires. Donc il y a un équilibre qui se trouve sur ces prix. Ensuite, quand on coupe les bois soi-même, quand on les met à la disposition des transformateurs, il faut discuter le plus en amont possible sur quels produits ils peuvent acheter, quels produits ils peuvent transformer, quel cahier des charges, quel prix, pour bien mettre en adéquation notre production, ce qu'on va mettre bord de route et ce que les transformateurs, eux, peuvent acheter. Ça, c'est très important aussi. Ensuite, on peut aussi essayer de désengorger les marchés locaux en exportant les bois vers des secteurs qui sont demandeurs. Aujourd'hui, pour le Grand Est, c'est l'ouest de la France qui manque de bois suite à des tempêtes, suite aussi à une réduction des coûts pour faire de la place au bois de l'Est. Donc, de l'export vers certains secteurs de France. Aujourd'hui, c'est aussi la Chine qui consomme beaucoup de bois. Mais c'est un investissement très important à mettre en place en termes d'organisation, en termes de coûts, c'est de la logistique, avec des aides à la mobilisation de l'État pour aujourd'hui pour envoyer les bois dans l'ouest de la France. Il faut aussi rester ferme, et ça c'est très compliqué et très important. Il faut aussi rester ferme sur l'exploitation des bois, l'exploitation des bois frais. Il y a des propriétaires qui ne sont pas touchés et qui souhaiteraient pouvoir commercialiser des bois pour avoir des recettes. D'autres propriétaires aussi qui ont les peuplements légèrement touchés et qui voudraient les raser avant que tout y passe. Sauf que ça met des volumes phénoménaux de bois frais sur le marché et qui contribuent encore à la saturation des marchés et à la chute des prix. Donc c'est compliqué, mais il faut essayer avec les propriétaires privés et publics de rester très ferme sur l'exploitation des bois frais. Ensuite, il y a un temps d'adaptation, il faut bien comprendre qu'il y a un temps d'adaptation long, plus ou moins long, des marchés, des producteurs, des flux, des transformateurs, pour faire face à cet afflux de bois dont on n'a pas l'habitude. Donc il y a toujours un temps de latence entre le moment où la crise sanitaire commence et le moment où les équilibres se trouvent et les solutions se trouvent. Voilà. Ici, je vous ai mis une petite illustration de l'export de bois mis sur train pour l'ouest de la France. Ça doit être en Lorraine, je crois, ça, à Verdun, je crois. Quelques autres problématiques. Il faut aussi des fois savoir définir des critères d'exploitation. Parfois, les arbres ne meurent pas complètement. C'est notamment le cas des hêtres, avec des descentes de cimes, mais pas de la mort complète. Donc, pour éviter de tout raser, et notamment des arbres qui auraient une chance de survivre, il faut savoir définir des critères d'exploitation. Ça fait partie de la gestion quotidienne, dire à partir de quand on va couper les bois. Il faut aussi être en mesure de surveiller des exploitations continuelles, de cuber les bois, de stérer, de commercialiser les bois pour des volumes qui sont de X fois la récolte annuelle. Donc ça, c'est une pression, une charge de travail énorme. Il faut aussi faire très attention à l'impact sur les sols. On va aller chercher de manière récurrente des bois sur les mêmes parcelles qui dépérissent avec les différentes vagues de dépérissement. Donc un impact très important sur les sols qu'il faut savoir gérer. C'est d'autant plus important que la réserve en eau des sols est très affectée par le tassement et va être essentielle pour la santé des forêts à l'avenir. Il faut aussi savoir tracer les volumes de dépérissement, ça c'est important. Il faut définir les modalités de traçage de ces volumes le plus en amont possible. Et enfin, il faut savoir garder le moral aussi. Et ça, c'est très important. C'est pas la moindre des choses. Je vais vous demander d'aller vers une conclusion, Gilles Sauvestre. Alors, je vais essayer de faire en 5 minutes, si c'est Merci. possible. Max, parce que vous avez déjà dépassé. On avait un Ok, peu de rave, ça va. ça va, très bien. Donc, un autre aspect de la gestion Mais je devrais quotidienne, pas vous le c'est dire. mais je l'avais vu. Un autre aspect de la gestion quotidienne, c'est la relation avec le grand public, les réactions du grand public. Quand on voit des coupes comme celle-là dans des zones touristiques, ça passe pas inaperçu, avec des gens qui ne sont pas forcément sensibles à ces dépérissements forestiers, avec des questions récurrentes, notamment en début de crise. Pourquoi vous rasez la forêt? Ou au contraire, quand on n'arrive pas à suivre ou qu'on n'a pas les débouchés, pourquoi vous ne coupez pas les arbres dépérissants? Donc il faut faire de la communication et le plus en amont possible auprès du grand public, comme à gauche avec un panneau de chantier qu'on appose devant les chantiers de scolyté, ou à droite, c'est un travail réalisé avec la communauté de communes du Grand Verdun pour alerter le grand public. Voilà. Communiquer
autant que faire se peut pour faire comprendre les tenants et les aboutissants de la crise. On a des aspects aussi de sécurité. À gauche, je vous ai mis des problématiques de sécurité. À gauche, c'est un extrait de la carte IGN d'un secteur des Vosges. En violet, c'est tous les sentiers de randonnée. C'est le royaume du club vosgien, donc tous les sentiers de randonnée qui parcourent la forêt. À droite, une aire de pique-nique bordée par des bois dépérissants. Donc, on a des problématiques de sécurité aussi qu'il faut gérer au quotidien pour le public et pour les professionnels. Donc, il faut savoir mettre en sécurité, ce qui a un coût. Et quand on ne peut pas le faire, eh bien, on est contraint des fois de fermer des sentiers de randonnée, de fermer des massifs complets. J'ai presque fini. Donc, on a aussi des impacts sur nos aménagements, les coupes martelées et les coupes vendues qui sont touchées par des dépérissements où le martelage n'a plus de sens. On reporte les coupes de bois frais, donc les rotations sont décalées. Les aménagements, les programmes de coupe n'ont presque plus de sens, ils sont caducs. Il faut aussi, et ça c'est le travail au jour le jour des aménagistes, mais ça je pense que ça va être développé par d'autres interventions, il faut pouvoir adapter nos aménagements, c'est-à-dire nos documents de gestion au changement climatique, y prévoir tous les scénarios, pointer les vulnérabilités, et aussi, alors Raphaël l'a évoqué juste avant, des nouveaux enjeux qu'on ne connaissait pas jusque-là dans le Grand Est, ou très peu, le problème des sols à nu avec le lessivage, l'appauvrissement des sols, des risques d'érosion majeure, des risques sur la ressource en eau potable, des risques incendies aussi, avec la quantité de bois mort et de rémanents sur coupe qui sont très importants et qui dessèchent sur coupe, des pertes d'habitat écologique. Il faut travailler sur des stratégies de renouvellement ou de reconstitution, mais dans un contexte complètement incertain. Et reconstituer les forêts, oui, mais déjà, si on veut planter, il faut que le peuplement qui est dépéri ait été exploité. Et ça, si on n'a pas réussi à le vendre ou à l'exploiter, ça a des coûts encore pour rendre le terrain plantable. Et ce sera ma dernière partie. Si on veut renouveler de façon naturelle ou même par plantation à des coûts raisonnables, il faut absolument, et ça j'insiste là-dessus parce que c'est un problème énormissime pour le Grand Est, avoir un équilibre forêt-gibier maintenu. Là, vous voyez dans les deux photos des enclos-exclos, c'est-à-dire à droite ou à gauche, ça dépend de la photo, on voit beaucoup de régénération, c'est là où le gibier ne peut pas aller. Et en dehors, on n'a pas broyé, hein, c'est le gibier qui réalise le nettoyage soi-même. Donc imaginez, est-ce que vous pouvez profiter de la diversité génétique de ces peuplements, de la régénération, quand il n'y a plus de régénération parce qu'elle est complètement bouffée. Voilà, donc un aspect très essentiel aussi dans la gestion quotidienne, c'est travailler sur la restauration de l'équilibre forêt-gibier. Jean-Baptiste Daubray-L'Ariège, un département, lui, relativement préservé aujourd'hui, visiblement, de ce phénomène de dépérissement. Si je ne m'abuse, vous travaillez au département santé des forêts sud-est. Donc tout d'abord, merci de m'avoir invité à ce carrefour qui, en fait, j'ai été invité très précocement. Du coup, peut-être que si j'avais attendu l'été 2020, j'aurais encore plus modéré mon propos. C'est toujours assez difficile de parler d'un département en particulier parce que bon, les phénomènes souvent s'étendent sur des choses, sur des surfaces un peu plus grandes, mais on va essayer de voir ça. Alors, voilà comment un peu mon intervention. Je vous rappellerai un peu comment fonctionne le DSF, montrer la lente aggravation du déficit foliaire sur les placettes permanentes de suivi, parler un peu des mortalités et pourquoi est-ce qu'on n'en observe pas forcément tant que ça. Quels sont les autres problèmes liés au changement climatique? Alors, on ne fera pas quelque chose d'exhaustif, mais on prendra 3 exemples qui impactent l'Ariège. Je parlerai aussi des invasifs qui ne sont pas forcément liés au changement climatique, mais qui présentent quelque chose d'assez important pour la forêt, vous allez le voir. Et puis, on parlera un peu des dépérissements. Donc, tout d'abord, le département santé des forêts, je ne sais pas si tout le monde le connaît, dépend du ministère de l'Agriculture et sectorisé en 6 grands pôles de santé des forêts. Donc, l'Ariège appartient au pôle sud-est de la santé des forêts. Il s'appuie sur un réseau de correspondants observateurs qui appartiennent à l'ONF, au CRPF et à l'administration. Donc, il y en a 250 pour la France et 53 pour le sud-est, avec des experts aussi en entomologie, pathologie et dépérissement, voilà, télédétection. Et puis, on travaille bien sûr en lien avec les laboratoires et les laboratoires de recherche. Donc, en Ariège, comment ça fonctionne? 3 correspondants observateurs, 2 de l'ONF, Bernard Vigne et Michel de Baudouin, et un du CRPF, Jérôme Moret.
11 placettes du réseau systématique de suivi des dépérissements forestiers, 4 placettes de suivi de la procédure du pin, une centaine d'observations par an, soit concernant un problème sanitaire qui appartient aux forêts, soit la recherche d'organismes invasifs, soit des suivis spécifiques, notamment le suivi de la reprise des plantations de l'année qui peut avoir être un indicateur intéressant, notamment dans les années qui viennent sur les plans de reprise. Donc, quelques exemples. Hein. Donc, sur le réseau systématique, on note le déficit foliaire, hein, donc sur les arbres. À droite, en haut à droite, donc c'est la notation de placettes du réseau systématique là, quand il y a des attaques ou la présence de nids. Un plan sur lequel on regarde donc, sur le suivi des plantations de l'année, où on échantillonne 100 plants sur l'année pour voir effectivement le taux de reprise et les problèmes qui apparaissent. Et puis, les problèmes qui apparaissent, comme cette année, le problème du dépérissement du frêne qu'on va voir après un peu plus loin. Donc, lente aggravation du déficit foliaire sur les placettes permanentes. Alors, sur les placettes permanentes de la santé des forêts, on analyse une vingtaine d'arbres. C'est un réseau européen. Donc, voilà à peu près les premières conclusions là, sur le graphique en bas à gauche, donc, où on s'était rendu compte qu'en fait, sur la partie nord de l'Europe, en fait, il y avait peu de variations du déficit foliaire, alors que sur le sud, que ce soit en Italie, en Espagne ou dans le sud de la France, eh bien, on a eu dès 90 une dégradation très importante du déficit foliaire. Cette dégradation, on la retrouve au niveau français quand on sépare la France en deux au niveau du 45e parallèle. Alors, vous voyez que mon graphique en fait va que jusqu'en 2017. Hein, donc, on aurait certainement un pic très important à partir de 2018 et 2020 sur le nord de la France. Mais on se rend compte qu'en 2003-2004, en fait, on a eu déjà une dégradation continue du déficit foliaire dans la région sud, que ce soit pour les résineux ou pour les feuillus, quoi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Quand on regarde ce qu'on appelle le SWI, c'est l'humidité des sols au niveau français, donc que ce soit en début d'année ou surtout pendant l'été, hein, donc au 1er octobre, on voit donc de droite à gauche hein, qu'il y a eu des sécheresses extrêmement importantes en 2017 qui a concerné surtout le sud-est. En 2018, quasiment toute la France. En 2019, encore surtout sur le Massif central et puis la partie. Mais quand on regarde l'Ariège là-dedans, on se rend compte qu'effectivement, elle est un petit peu rouge, mais c'est pas non plus. C'est quand même un endroit qui a été particulièrement, pour l'instant, épargné par le réchauffement climatique. Alors du coup, sur cette diapo où on regarde la situation dans la grande région écologique Pyrénées et dans l'Ariège, on se rend compte que le déficit foliaire sur les essences, donc sur les placettes, s'est dégradé lentement, quoi, est passé globalement hein, de 17 à 30%. Donc, il y a eu une dégradation, c'est sûr, mais par contre, pas forcément très, très importante, avec pas forcément des pics. Et quand on regarde dans l'Ariège, les pics sont plus importants parce qu'il y a beaucoup moins de placettes, hein, il n'y a que 10 placettes, donc ça ne fait pas non plus. Et par contre, globalement, par rapport aux Pyrénées, elle est toujours un peu en dessous, quoi. Donc, elle n'est pas forcément la plus impactée au niveau pyrénéen. C'est un peu normal parce que dans les Pyrénées, il y a une partie ouest, enfin une partie Pyrénées-Atlantique qui est très arrosée et finalement qui, pour l'instant, pour laquelle l'impact du réchauffement climatique est assez faible. Et maintenant, au contraire, donc dans les Pyrénées orientales, l'impact est beaucoup plus fort, quoi. Mais cela correspond à un mélange d'essences. Alors, si on regarde, par exemple, pour une des essences importantes dans les Pyrénées, comme le hêtre, qu'est-ce qu'on observe par rapport au reste de la France? Ce qu'on observe, c'est que dans les Pyrénées, il y a eu des dégradations hein, suite à 2003. Donc, c'est le graphique qui est en bas à droite. Hein. Il y a eu une dégradation suite à 2003. Hein, donc, et puis en 2017 aussi, il y a eu une dégradation importante, mais finalement pas très importante. Et par contre, ce que nous signalait l'intervenant précédent, hein, Gilles Sauvestre,
dans le Grand Est, hein, on se rend compte que voilà, en 2020, il y a eu une dégradation extrêmement importante du déficit foliaire, et aussi bien dans le Grand Est continental que, par exemple, dans le Massif central, où on a eu une dégradation très importante. Donc, ça permet un peu de comparer ces deux dias. Alors après, si on se pose la question sur les mortalités sur ce réseau systématique, qu'est-ce qu'on va constater? Finalement, on constate que pour l'instant, alors je n'ai pas les dernières données de mortalité, on constate qu'en fait, il y a eu un pic en 2004, hein, c'est la sécheresse sur les résineux en 2004, mais finalement que la mortalité sur notre réseau systématique, elle se situe toujours dans les 0,3% par an, si on enlève bien sûr les chablis, hein, qui sont un peu la principale cause de mortalité sur le réseau systématique. Et pourquoi est-ce qu'on a des taux aussi peu importants? C'est parce que, en fait, nous, on regarde sur notre réseau systématique que les arbres dominants, c'est-à-dire en fait ceux qui sont le moins impactés par le réchauffement climatique, parce qu'ils sont un peu les leaders un petit peu de ces endroits, quoi. Par contre, l'étude qui a été conduite courant 2019, hein, une thèse de doctorat d'Adrien Tacoen, s'est penchée sur les données de mortalité sur les placettes du réseau IFN. Hein, donc maintenant, c'est l'hygiène forêt. Et là, avec beaucoup plus de données, et donc, elle a pu montrer que la surmortalité climatique, en fait, elle passe un peu inaperçue dans notre réseau parce qu'elle est principalement sur les arbres dominés et sur les petits arbres dominants. Les gros arbres, en fait, finalement, sont moins sensibles à la surmortalité climatique. Alors ça, c'est quand même quelque chose d'important. Les facteurs de mortalité dans un peuplement, c'est la première cause de mortalité, hein, c'est les caractéristiques du peuplement et le statut des arbres, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont dominés ou dominants. C'est ça qui est le point important. Et finalement, la surmortalité climatique, elle reste faible, elle correspond à peu près à 5% par an. Et puis, elle est localisée. Donc là, c'est la thèse, donc effectivement, c'était avant 2018, donc aussi bien sur l'épicéa à droite que sur le hêtre à gauche, en fait, c'est comme localisé dans le sud, hein, pour le hêtre, mais l'Ariège est un peu touché quand même. Et pour l'épicéa, bien sûr, c'est sur la partie, les franges de plaine des massifs, hein, donc les piémonts, où effectivement, elle a été la plus importante. Voilà, donc on a la mortalité, en fait, on se rend compte que c'est un phénomène qui est, la surmortalité climatique est assez rare et elle concerne surtout les arbres qui sont dominés, quoi. Dans ce que nous a présenté donc, Gilles Sauvestre, hein, on a un facteur qui est très important, c'est le typographe, hein, et qui est présent que sur cette essence, hein, que sur l'épicéa, et qui est le facteur, entre guillemets, le plus dangereux actuellement sur la France en termes de santé des forêts, en termes de facteurs biotiques. Alors, quels autres problèmes liés au changement climatique peut-on voir en Ariège? Alors, le premier, c'est la maladie des bandes rouges. La maladie des bandes rouges, c'est une maladie, hein, qui affecte les pins laricio, principalement les pins laricio de Corse et Calabre, hein, et qui provoque des rougissements, a provoqué des rougissements importants. Alors, avec un pic épidémique en 2015, hein, donc ça, c'est les observations sur toute la France, hein, donc un pic épidémique en 2015 qui a conduit à une analyse pour savoir si effectivement le pin laricio était condamné ou bien comment ça se passait à la fois pour la mortalité et la croissance. Donc, les placettes qui ont été mises en place sur toute la France, alors il y a 2 placettes, hein, qui ont été mises en place en Ariège, hein, que vous pouvez voir sur le graphique de gauche. On montrait en fait que les arbres étaient très atteints effectivement donc en 2015, mais que progressivement en 2016, ils se sont remis, hein, le taux d'atteinte a été limité. En 2017, il n'y avait plus que des plantations sur les Pyrénées-Atlantiques qui avaient des forts taux d'attaque. Et puis, en 2018, voilà, on était quasiment revenu à la normale, quoi. Donc, en fait, on se rend compte, hein, qu'on a eu un phénomène qui a été épidémique très fort, qui est lié à la douceur
et aux précipitations, douceur et précipitations pendant le printemps, et qui du coup apparaît et disparaît. Et le calcul sur l'impact sur la croissance a montré qu'en fait, cet impact a été extrêmement limité, quoi. Donc, n'est pas de nature à condamner cette essence. Autre problème lié au changement climatique, le Sphaeropsis des pins, donc, qui est un champignon thermophile qui s'attaque, donc, comme on le voit sur la photo à gauche, aux pousses de pins, alors principalement les pins noirs, et qui va, mais aussi les pins sylvestres, et qui va progressivement descendre dans le rameau et provoquer des mortalités de pousses, de branches et puis d'arbres entiers des fois. Donc là, c'est les signalements, on se rend compte qu'ils sont surtout sur la carte, surtout sur la partie basse de l'Ariège, avec principalement des problèmes. Mais là encore, même s'il y a eu des signalements, c'est loin d'être le département qui a été le plus touché dans le sud-est. Par exemple, l'Aude, les Pyrénées-Atlantiques, les Pyrénées-Orientales, et puis surtout les départements du Gard et de Haute-Provence ont été beaucoup plus touchés par ce phénomène, quoi. Autre problème, les attaques de scolites. Donc, les scolites de l'épicéa, comme on voit là sur la photo, ont été très importantes. Donc, là, vous avez la liste un peu des scolites. Alors, il y en a qui sont liés, qui ne sont pas déterminés. C'est les jaunes, les barres jaunes. Et puis, il y en a qui sont bien déterminés, comme le typographe. Bon, on se rend compte en fait que en 2003, ils étaient bien liés aux sécheresses. Donc, suite à la sécheresse 2003, on a eu un pic épidémique de scolytes en 2004, par exemple, qui a duré presque 3 ans, ce qui est souvent le cas, quoi. Par contre, on se rend compte que les sécheresses de 2016, 2017, 2019, 2020, n'ont pas forcément été suivis par des vagues d'attaques de scolytes. Alors pourquoi? Principalement aussi, c'est qu'en fait, les épicéas, il y en a quand même de moins en moins sur l'Ariège. Déjà, ce n'est pas un département où il y a eu beaucoup d'épicéas. Et puis, elles affectent aussi beaucoup les peuplements feuillus, quoi, et de basse altitude, où les peuplements qui devaient mourir sont morts. Monsieur Dobré, il va falloir que vous avanciez vers la conclusion. Je suis désolé, mais Ouais, pas de problème. Donc, merci. il y a aussi des phénomènes plus anecdotiques, comme la progression du front des chenilles processionnaires vers l'intérieur, les impacts des invasifs sur les forêts ariégeoises. Donc, là, sur la diapo, vous avez tous les invasifs qui sont arrivés. Donc, je vais me baser sur deux, sur la calorose qui est arrivée en 2017 et la pyrale du buis. Donc, la pyrale du buis, qui a beaucoup marqué les paysages ardéchois, là, comme on voit sur la photo à droite, avec une progression très importante et qui fait l'objet maintenant d'un suivi, d'un suivi pour voir la réaction du buis à la chenille, à cet invasif. La Calarose du frêne, qui a commencé donc en 2008 au nord-est de la France et qui a traversé en 10 ans toute la France, pour arriver en 2020 à une infection extrêmement importante des freinets du piémont pyrénéen, quoi, comme on le voit sur la photo de droite. Alors, cette infection, elle est aussi liée à des sécheresses. Elle s'est un peu confondue aux sécheresses. Donc, comme on le voit là sur l'analyse du stress hydrique sur le diagramme de droite, on se rend compte que c'était très fort. Par contre, quand on regarde l'évolution des températures sur le graphique en bas à gauche, on se rend compte que dans les années 60 jusqu'aux années 80, la moyenne l'écart à la température moyenne, c'est les barres en bleu, était plutôt en dessous de la normale, alors que depuis, on a une augmentation. Mais par contre, on a une tendance extrême beaucoup moins forte que sur beaucoup d'autres parties de l'interrégion dans laquelle je fais partie. Enfin, il y a quelques cas de dépérissement. Dépérissement du chêne, sur lequel on a fait une étude sur toute la France. Donc, il y a eu un cas qui a été suivi, un massif qui a été suivi, c'est dans le Salar, le bas Salar. Donc, où on se rend compte qu'il y a eu un dépérissement, mais qui finalement est assez limité par rapport à d'autres forêts, comme la forêt de Boucaude ou de Grésines, qui sont notées ici. Et puis, sur le Douglas, qui est comme une essence très importante,
on se rend compte quand même qu'il y a quand même pas mal de dépérissements qui ont été signalés. Mais pour l'instant, en fait, ces dépérissements ne montrent pas des mortalités importantes, mais plutôt des mortalités ponctuelles, quoi. Donc, on va faire les conclusions. Donc, on est situé dans la partie sud. Donc, les forêts ariégeases s'adaptent au changement climatique, notamment grâce à l'augmentation du dioxyde foliaire. Comme en France, les effets donc, se font plus sentir sur les arbres petits ou dominés, notamment en termes de mortalité. Les problèmes sont amplifiés par le changement climatique, mais de façon complexe. Et les invasifs sont une menace importante pour les forêts et doivent appeler à la vigilance. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Dobré. Alors, on a un petit temps de questions à poser à nos intervenants. Monsieur Sauvestre, vous êtes toujours là? Je suis toujours là. Bon. Alors, Jocelyn vous demande quel débouché pour les bois dépérissants? Est-ce que c'est le bois énergie? Est-ce qu'il y en a d'autres? Et sous quelle forme, j'imagine? Je vais coupler avec la question que je vois en dessous de Raphaël Emmerich. Ça dépend beaucoup des essences, ça dépend beaucoup de l'avancement, on va dire, du dépérissement. Par exemple, sur l'épicéa, le bleuissement est purement esthétique, donc en tout cas si on le transforme relativement rapidement. Mais ça pose des problèmes quand même sur les débouchés, parce que nous, quand on va dans des, enfin nous, je dis grand public, quand il va dans des grandes surfaces de bricolage, il préfère les bois blancs, parce que quand on construit quelque chose, le bois apparent, on a l'impression qu'il est meilleur s'il est blanc que s'il est bleu. Et on arrive quand même à placer ces produits d'épicéa scolyté dans de la charpente, dans du produit de bricolage, mais à moindre prix. Et en général, c'est réservé à des usages cachés, c'est-à-dire des bois non apparents. Donc voilà, l'épicéa scolyté peut encore être utilisé en structure, en charpente et en palette. Le sapin dépérissant, si on le prend extrêmement rapidement, c'est-à-dire que si on l'exploite en 1, 2, 3 semaines après le dépérissement et qu'on le transforme dans la foulée, on peut aussi continuer à l'utiliser comme de la charpente. Mais très vite, au bout de 2 ou 3 mois, on est contraint de le déclasser, d'abord en palette, et très rapidement, même la palette, c'est un bois qui n'a plus de structure, hein. La palette, même la palette n'en prend plus. Effectivement, le seul débouché qu'il y a, c'est le bois énergie, mais aujourd'hui, les marchés de bois énergie dans tout le nord-est, enfin même dans toute l'Europe quasiment, sont complètement saturés. Le hêtre, on a aussi des usages de menuiserie sur les bois dépérissants, mais sur des bois qui sont beaucoup moins valorisés, beaucoup moins chers et acceptés en quantité plus limitée. Tout est dicté par les marchés. Donc, c'est les usages théoriques qu'on peut faire de ces produits-là, mais concrètement, comme il y a une partie des bois qu'on ne peut pas exploiter assez rapidement, et puis il y a une partie des bois qui sont trop petits, et on a des déclassements très importants, effectivement, en bois énergie. Voilà. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui, oui, on vous entend très bien. Ah, C'est pardon. vous qui ne m'entendiez pas, pardon. D'accord. Je disais donc une question qui prolonge la première de Léo, qui demande si les transformateurs ont à être et sont proactifs pour adapter leurs outils. Voilà, parce que c'est une autre matière première, donc j'imagine qu'il faut aussi adapter les usages et créer peut-être de nouveaux débouchés ou pas. Alors, effectivement, les transformateurs, ils travaillent énormément sur la valorisation de ces produits-là, mais parfois leur pouvoir n'est pas, enfin leur puissance n'est pas assez importante pour faire évoluer les marchés, ou alors c'est très long. Par exemple, l'épicéa scolyté, ça a été très long à faire accepter, même dans des bois de structure cachée, c'est-à-dire qui ne sont pas apparents. Ça Donc inspire pas confiance. ça, c'est exactement. Donc les transformateurs, ils ont guère le choix. De toute façon, aujourd'hui, on a quasiment arrêté de couper du bois frais, donc ils doivent transformer du bois bleu. Donc ils doivent transformer leur schéma de sillage, changer les produits qu'ils commercialisent, et faire accepter au marché, à leurs clients à eux, le plus possible des évolutions. Mais voilà, oui, effectivement, ils sont proactifs. D'accord. Hop là, on m'a effacé les questions. Bon, alors on a Hélène qui nous dit ça fait drôlement écho à une autre crise sanitaire, mais vous y avez fait mention, vous l'avez aussi remarqué, hein. Des niveaux de dépérissement de même niveau ont-ils été constatés sur les essences indigènes dans les peuplements en libre évolution? Nous demande Jean-Marie.
Alors, c'est doublement difficile comme question parce que des peuplements indigènes, aujourd'hui, c'est compliqué dans le Grand Est. Il y a des essences indigènes, mais des peuplements réellement, enfin, on va dire naturels, la forêt a été très transformée globalement. Et de l'évolution naturelle, c'est encore plus rare à trouver. Donc, de tête, là, comme ça, j'ai du mal Moi, je à pense que, trouver des... si je peux intervenir, Oui, Oui, bien pardon. sûr. connaissant quand même un peu on peut quand même dire que sur la crise actuelle, les peuplements d'épicéas naturels en montagne, qui est l'endroit où se trouvent les épicéas, ont été quand même beaucoup moins impactés, quoi. Déjà, de toute façon, il faut vraiment faire une grosse différence entre l'épicéa, qui de toute façon, même dans les Vosges, n'est pas autochtone, mais l'épicéa qui, lui, est victime de la pullulation des scolites, et qui, là, bon, c'est une essence alloctone, et elle est très, très touchée, mais des essences autochtones qui sont pas forcément là où elles étaient avant, mais on va dire des essences autochtones comme le sapin, peut être très touché aussi. Mais c'est certain, et ça c'est certain, que des peuplements mélangés, des peuplements plus en station, ont connu des dépérissements moins importants. Ça c'est indubitable. Par contre, du hêtre en plaine, du hêtre qui aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui était considéré comme étant à sa place en plaine sur des sols à limon, des sols à argile, aujourd'hui, ou même du chêne, hein, par endroits, aujourd'hui sont très très touchés par des dépérissements. Donc globalement, évidemment des essences. Alors, le Douglas est moins touché, c'est une essence alloctone, mais on a des essences exotiques comme l'épicéa, on va dire, qui sont très touchées. On a aussi des essences autochtones qui sont très touchées. Mais ce qu'il faut vraiment ne pas perdre de vue, je pense, c'est qu'on est dans des telles ampleurs de changements climatiques que essence alloctone comme essence autochtone, toutes vont être touchées de façon très intense à plus ou moins courte échéance. Mais ça, je pense que d'autres en parleront. Ouais. Est-ce qu'il y a un lien, je vais vite sur les questions parce qu'il y en a beaucoup et que le temps passe, y a-t-il un lien entre les dépérissements dus aux ravageurs comme le scolite ou pour l'épicéa et les sécheresses, les fameuses sécheresses et notamment celle de 2018? C'est un lien direct. Alors, tous les mécanismes, je ne les connais pas, mais c'est un lien direct. Les arbres ont été extrêmement stressés. En fait, les pullulations de scolites, ça fonctionne comme ça. Ça fait des décennies qu'on a des petites crises scolites, notamment c'est ce que disait Monsieur Dobré après la sécheresse de 2003, mais il y en avait eu avant. Euh, mais en général, voilà, les arbres sont un peu affaiblis. Il y a enfin, un début d'épidémie. Les arbres, bon, après quelques bonnes années pluvieuses, fraîches, enfin, sont plus vaillants. La population des scolites peut être affectée soit par les éléments climatiques sur leur reproduction ou les prédateurs. J'ai vu quelque chose là-dessus, et l'épidémie redescend. Là, suite à la sécheresse de 2018, pardon, on a eu un tel niveau de stress et des tels niveaux d'attaque que les populations ont passé des seuils qui ont fait qu'on n'a pas pu revenir en arrière. C'est-à-dire que les populations de la régulation, soit par le climat, la reproduction ou les prédateurs, n'a pas pu se faire. Et là, on est allé vers la disparition totale de l'épicéa dans ces zones de plaine. Voilà, mais c'est directement effectivement lié aux sécheresses et aux canicules observées en 2018 et entretenues par les années suivantes. Et les tempêtes aussi. Mmh. Ouais. Alors visiblement, il y a eu une stratégie qui a été mise en place en Suisse face aux scolytes en 2003 qui consisterait à ne plus exploiter les forêts suite au dépérissement et qui ferait apparaître des prédateurs aux insectes qui seraient eux-mêmes les prédateurs des arbres. Voilà. Est-ce que c'est une stratégie envisageable? Alors, c'est difficile à quantifier, mais bon, cette année, par exemple, on a observé sur le massif vosgien, dans les parties hautes, une légère diminution des volumes attaqués par les scolites. Et c'est pas faute de combattants comme en plaine. Il est assez probable, moi je pense, mais j'ai pas d'éléments concrets, il est assez probable que les prédateurs des insectes ont eu une influence. Alors, c'est pas forcément en laissant les peuplements mourir sur pied d'ailleurs, parce que notamment un des grands prédateurs du scolite, c'est un insecte qui est lié à des peuplements de pin. Alors, il faut avoir du pin déjà, mais sur des peuplements, par exemple dans le mélange entre du pin et de l'épicéa ou de la proximité, il peut y avoir une influence. Mais en tout cas, les prédateurs ont très certainement une influence, mais aujourd'hui, je suis bien incapable de dire
quelle est cette influence dans les dynamiques de population d'insectes dans le Grand Est. Ouais. On a encore beaucoup de Et- questions pour vous, mais on en a aussi pour Monsieur Daubray. Et vraiment, on n'a plus que 2 minutes pour les questions. Pensez-vous, Monsieur Daubray, que la maladie des frênes va entraîner des pertes du même ordre que la graphiose de l'orme il y a quelques années? Nous demande Alors, donc, Emmanuel. on a vraiment, on a bien étudié hein, la maladie des frênes, et donc, du coup, je vous recommande hein, une analyse très complète qui a été faite, qui s'appelle Calfrax, hein, et qui est disponible sur une web télé, hein, donc toute une émission qui a été faite hein, sur ce point-là. Donc, globalement, en fait, les mortalités sont relativement importantes et elles apparaissent qu'à partir d'un certain moment. Donc, sur le Grand Est, hein, on a quand même des poches avec des endroits avec des mortalités très importantes. Et la question que je me pose par rapport à l'Ariège, hein, c'est est-ce que les conditions sont réunies pour que ces mortalités commencent à être importantes, à savoir la mortalité, la calarose est une maladie foliaire au départ qui se transmet aux branches. Et donc, du coup, en fait, souvent, elle reste limitée soit aux feuilles, dans les endroits les plus secs, soit aux branches, dans les endroits où c'est important. Mais par contre, quand on a une zone un peu humide avec beaucoup de frênes, les feuilles tombent au sol et il y a une attaque en plus qui se fait au niveau du collet des arbres. Et c'est à ce moment-là qu'on a des dépérissements et des mortalités. Mm. Voilà. Donc, pour faire le parallèle avec la graphiose, c'était une maladie particulièrement dangereuse parce que il y avait un vecteur insecte. Et quand il y a un insecte plus un champignon qui s'attaque aux arbres, là, c'est très dangereux, quoi. Mm. Dans le cas de la calarose, il n'y a que le champignon, quoi. Autre question, avez-vous évalué l'intérêt des données satellitaires pour suivre le couvert et le déficit foliaire de nos Alors, forêts? oui, bien sûr. Donc, on travaille beaucoup sur les données satellitaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les données satellitaires, hein, donc, soit on utilise des données uniquement visuelles, mais là, on n'a quand même pas une très grande pertinence. Par contre, souvent, on utilise donc des données infrarouges pour avoir des indices de végétation. Le problème de ces indices de végétation, c'est qu'ils vont prendre en compte à la fois le couvert forestier, mais aussi toute la régénération, tout ce qui est tout l'écosystème. Et là, du coup, on va avoir quelque chose qui peut être pas forcément très pertinent. Donc, on va pouvoir avoir des choses très tranchées, notamment, on va avoir les dépérissements, mais par contre, les petites modifications de déficit foliaire, ça va être plus compliqué à voir. Donc, on travaille beaucoup sur ces outils-là. Et actuellement, là, on est en train effectivement de l'appliquer aux différents types de problèmes. Ça a été utilisé de façon très généralisée donc dans la crise scolyte du Grand Est, et on l'utilise à différentes échelles sur les dépérissements aussi. Mmh. Allez, avant de passer à l'intervention, une petite dernière pour la route. Comment évoluent les risques incendies dans les secteurs qui n'étaient pas forcément préparés? Alors là, ça c'est vraiment pour moi une des grandes menaces, hein, parce qu'au niveau du réchauffement climatique, les mortalités ne sont pas forcément comme on l'a vu, hein, les surmortalités ne sont pas forcément très importantes. Par contre, effectivement, ça va être ce type de catastrophe qui va poser problème. Et là, effectivement, donc, il y a beaucoup de départements qui sont dans la limite, à la limite donc, de la région méditerranéenne, qui sont en train de s'équiper, de prendre les mesures de débroussaillement, d'équipement pour pouvoir accéder aux forêts et pour pouvoir gérer ce risque climatique. Le risque climatique, forcément, évolue de façon très importante avec le réchauffement climatique. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Daubray. Merci beaucoup, Gilles Sauvestre.